by night. C'est la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. Notre invitée est une fée. Permettez que je m'explique. Elle est l'image d'une jeunesse talentueuse, déterminée et impliquée dans le développement du continent à travers la culture et les arts. Danseuse, chorégraphe, scénariste, anthropologue de la danse, autrice et cofondatrice du studio graphique et maison d'édition Afiri Studio. Mesdames et messieurs, Karine Bahanag fait son by night et cela grâce à la main de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, d'où elle tient une masterclass jusqu'au 29 septembre intitulée Écriture et gestion de projet. La parlotte, c'est tout juste après ceci. Bienvenue Karine. Merci. Comment tu te sens à Pointe-Noire depuis combien de jours déjà, Karine? Ça fait déjà 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Et je me sens très très bien à Pointe-Noire. J'adore le vent de la mer, la gentillesse des personnes que je croise et surtout le talent qui foisonne un peu partout. Surtout le talent, me disait déjà cette année, une fois, il nous a dit la rumba, le talent musical est congolais. Lorsque Dieu est passé par l'Afrique, il a déposé cette sémence culturelle au Congo-Brazzaville. J'ai dit, Stanley, pardon, c'est bon, c'est validé. Pointe-Noire, un peu comme Kribi au Cameroun, ville océane aussi. Exactement, exactement. J'adore la mer, je vais redire ça parce que je suis le signe astrologique poisson. Peut-être ça a un rapport. Peut-être. Mais ouais, non, je me sens comme à la maison à Pointe-Noire. Comme à la maison. Moi, je suis de signe astrologique Cancer, c'est le crabe, je pense. Oui, c'est ça. Mais t'inquiète pas, j'ai horreur de l'eau. Oh là là, mais quel paradoxe. Quel paradoxe. Bon, dis-nous, tu es né en 1990 au Cameroun, terre du grand Manu Dibango. Exactement. Allez, paix à son âme. Qu'est-ce que ça te fait d'être la queue d'une aussi grande famille? T'es la dernière, je suppose. Sinon, quasi à la fin. Presque, ouais, c'est vrai. Presque à la fin. C'est vrai. C'est beaucoup d'expérience. Enfin, quand je parle d'expérience, c'est de vécu différents parce que justement, à ces positions-là, on n'est pas assez grand pour avoir toutes les responsabilités, mais on n'est pas non plus le dernier ou la dernière pour avoir toute l'attention. Et on est en pole position pour observer. Et j'adore ça, observer. En pole position pour observer. Chouchouter de ceux qui sont avant toi aussi? Ou bien beaucoup blâmer, la petite sœur de tout le monde, il faut supporter quand on marche dessus. Ni l'un ni l'autre, plutôt justement dans un entre-deux où tu as l'impression que personne ne te voit. Mais en vrai, j'en ai pas énormément souffert. Au contraire, j'ai été une personne très, très curieuse dès le bas âge. Donc, ça me permettait de regarder les interactions autour de moi. Et je crois que ça m'a permis de mieux comprendre ce que les gens comprennent facilement et naturellement. Les interactions humaines. Observatrice, mais aussi accompagnée par ces derniers. Est-ce qu'on peut dire que tu as reçu cette main de tes aînés pour te dire « Ah, Karine, non, pas par ici, par là ». Oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'avantage, je vais dire l'avantage d'avoir des profils très divers dans ma famille parce que je viens d'une famille recomposée. Mon père, avant d'épouser ma mère, avait déjà 7 enfants de plusieurs mères différentes. Donc, c'est autant de profils, de cultures, d'expériences dont j'ai hérité et qui m'ont permis de me construire en tant que personne. La recomposition des familles, voilà un sujet. Cela veut dire que d'entre de nombreux demi-frères et sœurs, il n'y a eu que l'amour comme dénominateur commun. On oublie tout ce qui nous divise. On a en commun notre père ou encore notre mère. Ça a été un peu ça On aussi? a en commun la même chose que dans toutes les familles, recomposées ou pas, la joie, la guerre, les pleurs, les ça rires. Ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais effectivement, ce besoin de se lier dans la fratrie, parce que c'était ça le plus important Surtout. Au final, de garder une fratrie solide, de garder le contact, d'être là les uns pour les autres, justement de se montrer la voie, comme tu le disais tout à l'heure, et de pouvoir se faire grandir les uns les autres. Ouais. Cet accompagnement. Et puis, bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. En 2010, il n'y aura qu'un pas entre
ta licence Oui. Que tu vas faire en communication des organisations C'est bien ça. et la danse sportive. Avant de continuer, c'est quoi la danse sportive? Alors, la danse sportive, c'est cet ensemble de disciplines qui ont été codifiées par l'IDSF, qui est l'International Dance Sport Federation, et qui regroupe des danses comme les danses latines, dans lesquelles on a la rumba cubaine, le cha-cha, la samba, le jive, par exemple, et le paso doble. Ensuite, les danses standards, avec la valse viennoise, la valse anglaise, le foxtrot, voilà. Et au Cameroun, on a créé une catégorie, et c'est intéressant que je me retrouve c'est très intéressant au quand au tu Congo en parles. pour en parler, parce qu'il y a donc les danses de salon. Et dans les danses de salon, c'est un terme qui est utilisé partout, hein, mais pour la fédération camerounaise, il y a la rumba congolaise. La nôtre. La vôtre. Il y a la rumba congolaise, la lambada, le rock'n'roll, le jive, le jazz, pardon, et voilà. Tu es donc très bonne danseuse de rumba. Je me débrouille. La version codifiée des compétitions au Cameroun, ouais, je vais pas vouloir dire que j'étais vraiment très bien. Mais bon, je crois que je me débrouillais pas mal parce que j'étais à l'équipe nationale de danse sportive. L'équipe nationale de danse sportive. Voilà, c'est ça. Hey, le Cameroun, vous nous faites des choses, hein? Équipe nationale de danse sportive. C'est ça. On parle de rumba. Oui. On parle là de rumba, cette rumba qui est mienne, hein, attachée de ma naissance à aujourd'hui. Et si je te disais que je ne sais même pas danser d'un pas, c'est assez catastrophique. Oh là là. Hein, quelque chose que tu adoptes, tu es déjà dans l'équipe nationale. Bah, justement, je n'oserais pas danser devant toi non plus, parce que je ne suis pas sûre que cette version qui est codifiée et utilisée ressemble à cette vraie rumba sauvage. Non, mais pas sauvage. Je dirais originale. Ouais. Parce que plus ça se déplace, plus ça voyage, plus les gens s'en approprient et créent des nouveautés et tout. Tu aimes la rumba? Oh, j'adore. Ça faisait partie de l'une de mes danses favorites. Je savais que quand on fait une entrée en rumba, je serais parmi les meilleurs. Et c'est qui ton artiste préféré en parlant de rumba? Surtout ne sors pas un nom de la République démocratique du Congo, que j'aime bien, un nom de Brazza. Je suis désolée, je ne suis même pas sûre de pouvoir faire la différence tellement entre les deux. Vous vois comme des frères. Et Tchalamouana a fait beaucoup de succès. C'est le moutouache associé, c'est un mix de rumba et de moutouache. Voilà, Tchalamouana, c'était l'une des artistes avec lesquelles j'ai grandi, Papa Wemba, Roga, Extra Musica. Extra Musica. Ouais, ça va. Je vais pardonner, Karine, je vais pardonner. On ne pouvait pas faire sans Brazza. On ne pouvait pas faire sans Brazza. Mais attends. Tchalamouana, je comprends parce que on en parlera un peu plus bas. Il y a un côté, on va appeler ça quoi? Peut-être pas ethnophonique, mais je dirais traditionnel dans ce que qu'a chanté Tchalamouana, qui n'est plus. On va en parler justement en 2018. Tout d'abord, avant d'atteindre 2018, allez, la danse. Oui. Comment tu plonges dans le milieu de la danse? Ah ben, c'est justement pour sortir de mon statut d'observatrice à participatrice, parce que j'étais confortable dans cette position et j'arrive à l'université, j'avais très peu d'interactions sociales, c'est pour ça que je disais, c'était ma façon à moi d'apprendre quand je voyais mes frères et sœurs interagir avec leurs amis et tout. Et je me suis dit, non, là, j'arrive à l'université, il est temps que je me lance dans la vie, en fait. Et là, je pars dans le club de danse sportive et j'apprends. Et je me concentre parce que j'ai la fâcheuse tendance à tout prendre au sérieux. Tout prendre au sérieux. Donc, je me lance dans la danse comme une distraction, comme un outil de socialisation. Et je me retrouve en train de faire des compétitions. Et je m'entraîne. Je crois que dans mon club, j'étais la toute première cavalière parce que c'était des équipes cavaliers-cavalières qui faisaient des compétitions ensemble, qui s'entraînaient ensemble. Et c'était souvent des cavaliers qui faisaient tout le travail de conception, qui entraînaient leurs cavalières, qui apprenaient la technique. Et moi, je suis un peu perfectionniste. Donc, j'ai acheté tous mes ouvrages de danse, de compétition. Je m'entraînais toute seule. J'avais besoin de savoir si je vais faire un open basic en rumba cubaine. C'est comme ça. Je mets le pied à
tel degré vers l'ouverture. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'avoir une approche analytique, aussi bien corporelle qu'intellectuelle, de l'activité que j'apprenais. Pourquoi le Seigneur ne me donne pas une partie de toi? Formidable. Ben, quand je vois les bonnes choses que tu fais ici, je pense que toi, tu as une très, très, très belle façon de concevoir les choses. Je te crois, sur parole. Et je ne peux avancer sur ce chapitre sans que tu ne cites le nom de ton cavalier. Parce que dans le dossier que j'ai reçu, effectivement, était mentionné son nom. Et je ne voulais pas sortir ce nom sans que tu me donnes cette permission. Bien sûr. Il s'appelle Jean-Frédéric Ongba. Actuellement, il vit en Chine où il a créé une école de danse. Donc, il apprend la rumba aux Chinois. C'est ça. C'est ça. Okay, je comprends. Exactement. Donc, et c'est ça justement qui nous a permis d'avancer, de travailler, parce qu'on avait la même façon, la même rigueur de travail, on avait la même façon de percevoir l'effort qu'il faut fournir, surtout dans un environnement de compétition, pour pouvoir être fier de soi-même. À la fin, même si on ne gagne pas, on sait qu'on a donné le meilleur de soi. Et ça, c'est la plus grande des victoires. Le disait Pep Guardiola, perdre, c'est bien, mais il faut perdre dans l'honneur, parce que l'adversaire doit savoir, doit sentir qu'il a eu de l'effort. Exactement. Et souvent, on ne perdait pas. Ah oui, Au final, on ne perdait pas. On a quand même un petit palmarès. On avait, quand je dis on ne perdait pas, on n'a jamais remporté la médaille d'or, mais on a plusieurs médailles d'argent à notre actif au championnat régional et national. Des médailles d'argent au championnat national et régional, ça te fait des médailles dans ton placard à la maison ou en salle de sport? Dans mes souvenirs surtout, parce qu'à l'époque, la fédération n'avait pas suffisamment de moyens pour nous remettre les médailles en tant que telles. Et c'est après que j'ai abandonné les compétitions que c'est devenu automatique, j'avoue. Ça m'a fait mal. Il y a quand même ce petit regret-là. Exactement. Bon. Mais au moins, j'ai le souvenir, j'ai l'expérience et surtout, ce que je garde de plus fort dans cette expérience, c'est que ça m'a rappelé en fait qui je suis. Parce que je suis camerounaise, je vis au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun et je commence par les danses des Blancs en dehors du Congo, qui est la rumba congolaise, qui était juste à côté. C'était que des danses de Blancs en fait que j'ai apprises. Et là, je me réveille un jour, je me dis, OK, là, je suis à l'équipe nationale. On ne fait pas de compétition internationale, donc quoi après? J'ai besoin d'un nouveau challenge. Et là, je repars dans mes deux cultures parce que je suis Bassa et Hondo au Cameroun. Et je m'interroge sur les danses qu'il y a chez moi. Et je suis persuadée de les connaître. Je suis persuadée de connaître mes cultures. Et là, je commence à faire mes petites recherches et je me rends compte que non. Pas vraiment. Pas vraiment. Et ça t'emmène vers un tout autre voyage. Et c'est ce qui est formidable. Et on va en parler justement. Mais avant d'y arriver, moi, j'aimerais passer un message à la Fédération sportive de danse camerounaise, c'est ça? La Fédération camerounaise de danse sportive. Moi, j'inverse tout. Et assimilé. Voilà. Il faudrait penser à lui donner une médaille, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, vous qui gérez, pensez à lui faire une médaille parce que c'est très important. En 2018, donc, tu vas soutenir un master en art du spectacle. Option production théâtrale. Alors, moi, ce qui m'a plu, et tu l'as dit en passant, et ce qui a attiré mon attention, c'est ce côté valorisant des langues, des danses traditionnelles. Tu me fais penser à une amie, Muriel, qui est aussi camerounaise et qui se retrouve de l'autre côté de la Belgique depuis quelques jours, je pense, qui, très jeune, tout comme toi, tout comme moi, s'est axée sur les danses traditionnelles du Cameroun ou au Cameroun. Je me posais la question de savoir, c'est là, elle a le hip-hop, elle a le rap, il y a tout, pourquoi pencher sur les danses traditionnelles? Et voilà encore que je retrouve ça dans ta façon de faire, ce rapport avec la tradition, et on en parlait justement, un aussi grand voyage dans cette culture qui est la tienne. Une belle aventure. Ah bah oui, et c'est une aventure qui ne se termine jamais parce que au fil des
des éléments que je trouve sur mon chemin, que ce soit dans les univers de la danse, de la musique, de l'écriture. Je me rends compte qu'on a encore beaucoup de choses à prendre sur nos propres identités avec tout ce qui s'est passé, que ce soit pendant la période de la traite négrière ou juste après, pendant la période coloniale. Il y a énormément de formatage qu'on a subi. Il y a un rejet de notre propre culture. Surtout ça. Voilà. Et au point où parfois, quand je faisais donc j'entame ma recherche en anthropologie d'abord en art du spectacle. D'abord, et ça commence là, dans une université, la première université au Cameroun, l'université de Yaoundé 1, donc historique, celle-là qui donne le ton à toutes les autres, au sein de laquelle le département des arts du spectacle enseigne le théâtre, le cinéma, la critique théâtrale et cinématographique, et pas les arts traditionnels. Donc, les danses traditionnelles, moi, je voulais faire un master en danse. On parle de tout sauf de ce qui est de notre tradition. Exactement. De notre culture. C'était déjà une bataille pour pouvoir m'inscrire en théâtre pour faire un master en danse. Et je voulais vraiment que ce soit vraiment axé sur la danse et pas la théâtralisation pour faire une sorte de rattrapage et rentrer dans les clous, non. J'étais assez têtue. Et c'est passé. Vraiment. Et j'ai donc produit un master qui était d'une part art du spectacle et qui frôlait déjà le champ de l'anthropologie parce que j'ai fait énormément de recherches sur le terrain pour comprendre de quoi étaient faites ces danses-là. Parce que quand on arrive en ville, on se limite au mouvement. Sauf que quand on analyse et on fait une analogie avec l'informatique, par exemple, le geste dans la majorité de nos danses traditionnelles, le geste, ce n'est que l'écran, c'est le moniteur. Si on veut comprendre la danse, il faut qu'on aille fouiller dans l'unité centrale, c'est-à-dire tous les éléments anthropologiques, donc au-delà de la pratique physique, la fonction sociale, c'est quoi cette danse? Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis bien rendu compte qu'il y avait énormément de travail, de reconstruction, de réappropriation, parce que j'arrive dans un village, encore vraiment bien dans son contexte rural et tout, et j'interroge les personnes sur telle danse rituelle ou temps sacré, et qu'on me répond directement, oui, mais moi je suis chrétien, je ne fais pas ces choses-là. Aujourd'hui encore. Et il n'y a aucune contradiction, en fait, à épouser sa culture et à être chrétien à côté. Donc, c'était vraiment un outil de désidentification qui, jusqu'à aujourd'hui, perdure et sur lesquels on doit vraiment se pencher. Travailler. Et tu en parles, moi, je me rappelle encore de mon petit voyage de l'autre côté de la zone septentrionale du pays, donc dans la partie nord. J'étais au parc national de Zalakokwa. Et donc, dans la région, effectivement, j'étais fier de constater comment nos amis du Nord conservent cette culture. On parle, nous, de la circoncision. Moi, j'ai été circoncis très tôt à l'hôpital. Chez eux, c'est tout un événement, c'est toute une cérémonie qu'on fait à l'âge adulte, à la porte de l'âge adulte. Et là encore, c'est toute la preuve de cette culture conservée. Et chez nous, dans le Kouilou, moi qui suis du Kouilou, il y a ce... Allez, il n'existe presque plus. Tu parlais du Kouilou. Effectivement, il y a le fameux Tikumbi où, femme belle que tu es, à la sortie pour ta vie de foyer, et donc conservé, entretenu jusqu'à ce jour-là où ce messieurs viendra te prendre pour ce moment important de ta vie. Donc, ce sont des choses que nous devons protéger, conserver, entériner, parce qu'il y a la culture, il y a nos religions, il y a la politique, et tout ça doit faire un brassage et non pas un effacer l'autre et dissocier. Exactement, et c'est justement parce qu'il y a tous ces éléments qui cohabitent qu'il est nécessaire de comprendre très exactement qu'est-ce qui est traditionnel, qu'est-ce qui a été créé comme traditionnel par les politiques pour obtenir tel ou tel résultat, et ça nécessite qu'on reparte bien en arrière. Surtout sur la table des débats, il faudra accepter cela. Confronter les générations pour un débat
d'idées, pour un débat qui soit assez constructif, non pas pour tirer sur X, Y. Hein, tout à fait, tout à fait. Et en serait partant qu'on le fasse, pourquoi pas. Il faudrait militer pour ça. Et on en parle, je parle beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu ton métier aussi. Ah oui, c'est aussi ça mon métier. Mais le but, c'est vraiment de te laisser parler et t'écouter, c'est formidable d'écouter. Tu es cofondatrice du studio graphique et maison d'édition Afiri. C'est bien cela. C'est bien cela. Allez, dedans, on est dans un univers entre deux chambres. La première, c'est un studio graphique et la deuxième chambre est donc une maison d'édition de bande dessinée. Bande dessinée, justement. Qui sont celles et ceux qui créent ces bandes dessinées pour Afiri Studio? Alors, c'est en priorité des personnes qui travaillent sur des histoires, des univers afro et africains et qui ont l'ambition de travailler sur la représentation, que ce soit qualitative ou quantitative, des histoires, des profils et des personnages, des corps afro dans l'univers de la création. Ça me rappelle peut-être pas des bandes dessinées, mais des dessins animés que moi j'ai suivis au caractère vraiment africain. Il y avait Kirikou, il y a eu Kimbo aussi. Quoi d'autre? Je pense que à peine ces deux-là. Hein. Et puis dans d'autres, assez européens, on pouvait retrouver un personnage noir, mais beaucoup plus pour les histoires adaptées. C'est justement ça qui est intéressant parce que les deux exemples que tu viens de citer ont été produits et parfois entièrement réalisés par des Blancs. Donc, dans notre maison d'édition, c'est justement ça. Je croyais. Voilà. Moi qui croyais. C'est justement ça la question. Au final, quand on est une personne noire et qu'on évolue dans l'univers français et qu'on porte un contenu noir, afro, on a moins de chances d'être édité, porté, entendu qu'une personne blanche qui fera le même travail. Et ça, c'est une réalité. Je manque de mots à la fois parce que c'est une réalité, comme tu le dis, mais elle est... Moi, à la limite, c'est une réalité choquante, quoi. Voilà, justement, c'est ça. C'est ça qui est à l'origine de la création de cette maison d'édition. On n'avait pas prévu, avec Reine Ziboussi, de créer une maison d'édition. Moi, je suis scénariste de bande dessinée et je suis chercheuse à côté. Je fais mon doctorat en anthropologie de la danse, les danses traditionnelles camerounaises. J'ai d'autres univers. Et elle est illustratrice et on avait toutes les deux en commun le besoin de représentation par les personnes concernées. Parce qu'en tant que Camerounaise, j'ai grandi en étant abreuvée d'images de corps noirs dans des contextes misérabilistes, de bandes dessinées par les ONG qui plaquaient contre la diarrhée, contre le VIH, contre la pauvreté, contre la guerre et le reste. Contre la guerre, contre les viols, qui ne présentaient pas des corps beaux, parce que l'idée, ce n'était pas de renvoyer quelque chose de beau. L'idée, c'était de faire pitié. Plutôt que de montrer aussi une génération épanouie, et talentueuse et inspirée, quoi. Exactement. Donc là, moi, mon objectif en grandissant, c'était de renverser la tendance, de créer aussi du beau, que ce soit avec mes écrits ou de travailler avec des personnes qui avaient déjà commencé ce travail-là dans la représentation visuelle des corps noirs. On voit ce corps noir, on se dit « Ah, ça respire la famille heureuse ». On en a besoin. On en a besoin. Les enfants en ont besoin. On voit un personnage, un héros ou une héroïne qui disent « Oui, c'est un héros ou une héroïne noire ». Dont le sujet n'est pas forcément la lutte pour sa place quelque part, mais qui a déjà une place acquise, respectée, entendue de tout le monde. Donc, c'était vraiment ça l'idée de normaliser, de normaliser la cette présence des situation-là. Personnages noirs et afro dans des rôles et des représentations positives. D'où le pourquoi de ce studio, le studio Afiri. Et on va repartir de l'autre côté de la régie pour suivre un élément d'entre les deux que nous avons reçus. On va prendre lequel déjà? Moulatako. C'est bien cela? Moulatako. Là, on parle d'un héros. C'est d'une héroïne. Voilà. C'est Djemea. C'est ça. C'est cette petite-là. Cette petite. Très têtue. Têtue.
têtue et un peu nulle à l'école parce qu'on lui apprend qu'elle va redoubler sa classe. Elle est nulle dans toutes les matières, toutes sauf la bagarre. Sauf la bagarre. Mais la bagarre, ça suffit pas. Et pour une fois, la bagarre devient une discipline. Exactement. Qui n'est pas art martial, mais qui devient... Non, mais c'est ça, parce que c'est un univers de science-fiction qui est inspiré d'une croyance camerounaise du Mami Wata, donc la version camerounaise du Mami Wata, la version du littoral. Et c'est dans un univers, un monde immergé. Et les jeunes héros et héroïnes sont dans une école d'initiation dans leur monde. Et dans leur école d'initiation, on leur apprend beaucoup de choses, y compris le combat. Y compris le combat. Et c'est le seul élément dans lequel elle excelle. Sauf que ça ne suffit pas, le combat, pour passer en classe supérieure. Pour passer en classe supérieure, il faut beaucoup. Il faut des maths. Voilà. Après, si la régie est prête, on va suivre un extrait d'une minute, c'est ça? Oui, une minute, oui, une minute et demie. Minute, voilà, on se retrouve tout juste après. Voilà, on a donc suivi un extrait de Mulatako. Ça veut dire quoi? Mulatako, ça veut dire union dans justement la langue dont est inspiré l'univers, qui est la langue Douala et Madimba. Et ça veut dire union. Union. Comment on peut parler d'union lorsque l'héroïne elle-même est fan de bagarre? Eh bien, ça, c'est une excellente question. Ça veut dire que l'union, c'est la quête vers laquelle elle s'aventure, elle, ses amis, sa famille. Et finalement, c'est quand même une notion universelle qui questionne à toutes les échelles l'union. L'union. Et on va enchaîner, et je vais revenir sur l'ensemble des deux ouvrages. Oui. Il y a en deuxième un voyage au pays des signes. Tout à fait. Et moi, ça me plaît, formidable. On va en faire un petit résumé avant de suivre l'extrait de l'autre côté pendant qu'il nous prépare l'élément. Voilà, c'est ce livre, Henri et Bintou. Voilà. Un voyage au pays des signes, Henri et Bintou. Entre-nous dans ce livre, oui. Dans cette BD, ça parle de quoi? Alors, ça parle du quotidien en Nord d'un petit garçon sourd qui s'appelle Henri et sa grande sœur Bintou, qui est entendante, elle, et qui vivent des aventures mais magnifiques au quotidien dans la ville de Yaoundé. Ils parlent de leurs aventures à l'école, leurs amis, la famille. Je vais vous montrer quelques images. Et ce qui est intéressant avec cette bande dessinée, c'est que c'est un contenu de divertissement qui est conçu en français et en langue des signes. En général... Conçu en français et en langue des signes. Exactement. Je n'ai jamais vu un tel document. Je veux bien te croire, parce qu'en général, les contenus en langue des signes sont surtout didactiques. Et pourtant, tout le monde a le droit d'avoir dans sa langue première du contenu de divertissement. Et c'est dans cette optique que l'association Humains sans frontières, qui est le partenaire d'Afiri Studio sur ce projet, a eu l'idée de créer cette bande dessinée-là. Et nous, en tant qu'éditrice, on a
foncez, tout de suite. foncez sur le Mais projet, oui, parce que c'est tout de suite. exactement C'est formidable. ce qu'on recherche. Formidable. Et lorsqu'on parle de langue des signes, on fait allusion à quoi? À ce 0, à ce Y, je ne sais plus trop comment on fait, à tout ce langage assez codifié où il y a une expression assez spéciale pour lire ou pour entendre. Voilà. Alors, c'est codifié, ça c'est ce qu'on appelle la dactylologie. Ah, d'accord. Qui serait ce qu'on appellerait l'alphabet. Effectivement. Maintenant, il y a, en dehors de cet alphabet-là, qui est utilisé surtout pour épeler des mots, mais il y a des signes qui renvoient à des mots précis. Par exemple, ça va, c'est ce signe-là. Vous voyez? Il y a bonjour. Bonjour. Sourd. Sourd ou entendante, l'un ou l'autre. Je vais vérifier ça rapidement parce que c'est dans le livre. Voilà. Sourd et entendante. Donc, vous avez cette codification qui varie qu'on passe de la langue française à la langue anglaise, à la langue chinoise. Ce n'est pas la même. Et pareil, tout comme le français, quand vous le parlez au Congo, ce n'est pas le même exactement qu'on parle au Cameroun. Même si on se comprend, il y a des variations. Il y a des petites régionalités. Et ce sont ces régionalités-là qu'on retrouve aussi dans la langue des signes. Donc, formidable. Là, les 120 signes qui ont permis de co-construire le récit avec le français. Sur ces 120 signes, il y en a 24 qui sont spécifiques à la langue des signes au Cameroun. Et je vais juste, avant que la vidéo ne soit lancée, ajouter un petit détail. Pour nous, c'est important que les récits soient portés par les personnes concernées. Par exemple, cette série a été créée par Reine Ziboussi. Elle est elle-même Malimba, c'est pour ça que c'est à elle qu'il faut demander comment on dit bonjour. Bonjour, on doit là. Et moi, je la rejoins au scénario à partir du tome 2 jusqu'au tome 4. Super. Ah oui, je vois ton nom sur le côté, effectivement. Voilà. Et sur cette série-là, c'est Anne Despétrices qui est intervenante sociale en langue des signes et qui a eu une expérience familiale du vécu avec une personne sourde parce que son demi-frère adoptif à un moment donné qui a vécu avec elle est sourd. Et Amélie Vernet, elle est sourde. Elle vient elle est de la 3e génération d'une famille de sourds. Et elle est par ailleurs Miss France sourde 2020. Voilà. Finalement, mais... C'est formidable. Moi, j'applaudis. Si la régie est prête, on va suivre ce deuxième élément. Un petit voyage de quelques secondes, je pense une trentaine, une quarantaine de secondes. C'est un voyage où j'oublie le titre. Au pays des signes. Voilà, on se retrouve derrière. It's Big B, the prolific producer. Livres, BD qu'on peut retrouver en format PDF certainement, en librairie. En librairie au Congo, je ne sais pas. Non, pas encore. Par contre, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il était possible depuis le Congo de commander en ligne en France et d'être livré. Donc, si vous commandez sur notre site internet afiristudio.com, vous pouvez avoir le livre. Ou si vous commandez sur le site de la FNAC en France, vous pouvez certainement être... peut-être par le lien de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire aussi, possibilité de faire c'est en discussion. En discussion. D'ailleurs, en ce moment, effectivement, en ce moment, jusqu'au 29, il y a un point de vente à l'Institut français ancien CCF. Vous pouvez acheter le tome 1 et le tome 2 de la bande dessinée Moulatakou. Oh, que c'est formidable. Très belle transition parce que du 21 au 29, tu y es en atelier masterclass à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Ça parle écriture et
Écriture et création Création de de projet. projet. Voilà, justement. Nous y sommes. Ça va? On est face à de bons élèves? Ah oui, il y a énormément de talents. Et ça ne m'étonne pas parce que le continent n'en a jamais manqué. Donc, ça me fait plaisir de rencontrer les publics de bande dessinée de Pointe-Noire. Tu as rencontré Justine Sana aussi? Bien sûr, Ah, super. qui expose en ce moment, dans le hall d'exposition de l'Institut français. C'est beaucoup de dédicaces qu'on fait aujourd'hui. Et des membres de son collectif d'Iqua la Bulle qui sont d'excellentes recrues t'as même retenu pour la le nom. masterclass. Bien sûr. Super. Bien sûr. Donc, et là, on fait un travail d'écriture scénaristique de bande dessinée parce qu'en général, c'est un aspect qui est profondément négligé. Ici au Congo, oui. Notamment en général. Après, oui, il y en a, mais... Pas au Congo seulement, il ne faut pas croire. Ah ouais. Donc, il y a tout un travail de scénarisation, de conception d'un scénario spécifique pour la bande dessinée, parce que dans la bande dessinée, on organise une sorte de star system autour des illustrateurs et des illustratrices, et c'est important parce que c'est un secteur en développement, mais derrière, il y a le travail des scénaristes qui méritent aussi d'être vu et compris surtout en premier par les personnes qui produisent de la bande dessinée. Ah oui, c'est l'exercice à faire. Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'au sortir de cet atelier, que de bonnes choses se profilent, que le Congo, notamment Pointe-Noire, serait de plus en plus habitué à revoir Karine entre ses murs? Oh, mais Karine, elle aimerait beaucoup, en tout cas. Donc, on va convaincre Marius, on va convaincre toute l'administration de l'Institut français pour qu'on te revoie de plus en plus, quoi. Ah, ce serait un plaisir. 2024, certainement. Ce serait un plaisir. Tu repars le 29? Je repars le 29. Mauvaise nouvelle. Le 29, le 30, c'est donc le festival Ponton Miziki qui démarre. Et puis, qui dit Ponton Miziki, dit Youssoufa, dit Suspect 95, beaucoup de grandes affiches. Il n'y aura pas le caméra d'entre... Non, il n'y a pas de caméra à l'affiche. Non, il n'y a pas de loco, il n'y a pas... Non, pas de Blanche Bali, non, zéro. Il n'y a personne. Non, même pas. Mais qu'est-ce que ça te fait de partir juste un jour avant le démarrage de ce grand festival? Eh bien, je suis très triste, mais en même temps, je me dis, bon, Youssoufa, je peux le revoir ailleurs. Super, à Paris. Voilà. Bon, il habite désormais la Côte d'Ivoire. Mais je sais que ce sera peut-être possible de le revoir ailleurs. Super. Par contre, des artistes comme Titi, que j'ai découvert Titi ici, me fait part. Elle est géniale. Ah, ok. J'ai pu voir son travail pendant les répétitions et je ne pars pas perdante. Ah oui. Bon, il te reste Titi, tu as vu toute la communauté artistique du Congo, notamment de Pointe-Noire, ma ville chérie. Voilà. Quoi de plus beau? Merci. Merci à toi. D'être passé dans By Night. Merci à toi. Un plaisir pour ce très parce bel que accueil. c'est le Congo qui reçoit, pas le Cameroun, mais le Congo qui reçoit l'Afrique. Waouh. Cette Afrique assez culturelle, mais je dirais cette Afrique engagée de par la culture pour développer cette même Afrique, tant critiquée par certains, vue d'un mauvais œil par d'autres, minimisée par une certaine autre catégorie, comme quoi ces filles et ces fils se lèvent pour dire à ces derniers, voilà, on peut compter sur nous. Et ça fait beau lorsque ça vient d'une génération 88, 89, 90, 91, 92, un peu plus bas. Tu es un exemple et on ne peut qu'être heureux. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes des exemples avec ces voix justement que vous permettez de transiter par vos antennes, par vos espaces pour atteindre beaucoup plus de personnes. Donc, merci des milliers de personnes. Travail. Merci le Cameroun de nous avoir mis au monde. Karine, c'est un plaisir. On aime ce peuple voisin, on aime ce peuple frère. De là où vous êtes, soyez salués. Je ne sais parler la langue de chez toi, ni le Douala, mais bon, on va emprunter le français pour vous dire merci pour cela. Merci encore une fois, Karine. Un mot, certainement, à l'Institut français qui t'a accueilli. Pardon? Un mot, peut-être, à l'Institut français avant de se dire au revoir. Je trouve que franchement, c'est un très beau travail qui est en train d'être mis en place dans le cadre de Dikoukou.
qui est la fabrique, cet incubateur-là. Je dis franchement, tous les artistes qui sont intéressés, n'hésitez pas, c'est une occasion en or pour vous former, foncez. La formation, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux? Nombreux me diront, ah ouais, d'accord, tu l'as reçu, tu l'as pris pour toi. Non, elle n'est pas moi. Il faudrait que chacun se l'approprie sur les réseaux. En tapant. Alors, vous tapez Afiri Studio, AFIRI-STUDIO sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ou Karine Baranak. Pardon? Ou LinkedIn. Ou LinkedIn, exactement. Ou Karine Baranak, CARINE-BAHANAG en un mot, sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. On s'arrangera également à mettre les liens, les différents liens en dessous lors de notre diffusion d'émissions sur les réseaux. Voilà, tout juste en bas, on mettra tous ces liens, on saura les joindre. Je perds les mots en même temps. Merci Karine d'être passée dans By Night. Merci. Dans l'espoir de nous retrouver ici ou ailleurs. Ou ailleurs. À Paris peut-être. Voilà. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Merci. C'est déjà la fin de By Night. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Quoi de plus beau de vous avoir comme public tous les lundis soirs à la télévision, tout comme sur Internet. Merci à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire qui ne cesse de nous envoyer toutes ces perles qu'ils reçoivent en semaine, chaque mois ou chaque année. Fruit de notre très belle collaboration également. Merci à cette équipe technique qui m'accompagne tous les soirs, qui fait à ce que vous recevez By Night. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.